Bonjour, alors moi j'ai 9h30 donc je vais démarrer. Aujourd'hui on va considérer quelques aspects des pathologies et épidémies virales. Et le plan sera celui-ci, donc je vais démarrer avec quelques rappels sur les généralités concernant les infections virales. Pour ceux qui ont fait microbiologie en L2 ici, ça va être, on va revoir quelques-uns de ces des concepts qu'on a vus l'an dernier. Ensuite, pour vraiment comprendre le caractère répétitif de certaines infections, il va être important de comprendre ce que c'est la neutralisation et quelle est la relation entre la neutralisation et les différents sérotypes de l'infection virale. Et ça va nous permettre de comprendre mieux les problématiques particulières posées par le virus de la grippe. Ce virus va aussi illustrer un autre aspect qui est intéressant chez les infections virales, c'est-à-dire que la tendance que les infections virales hautement pathogènes ont souvent une origine animale. Donc la grippe sera un exemple et on va essayer de voir à quel point ça c'est quelque chose de généralisable. Donc, quelle est la relation entre les zoonoses, infections animales, et les nouvelles infections chez l'homme. Et on va finir par une considération de la poliomyélite, juste la poliomyélite, des différents types de vaccins disponibles et où ça en est en ce qui concerne la campagne d'éradication de cette infection. Alors, pour les généralités et pour le cycle infectieux pour n'importe quel pathogène, ce n'est pas la même chose que le cycle de réplication au niveau cellulaire. Un cycle infectieux chez un pathogène, c'est-à-dire que il doit arriver chez une personne susceptible, l'infecter et être transmis à la prochaine personne susceptible. Donc tout ce qui est entre arrivée d'un virus chez une personne non infectée jusqu'à sa transmission à une autre personne, ça c'est un cycle infectieux chez un virus. Donc ce cycle commence par l'arrivée du virus dans la personne. Donc tout virus doit avoir une voie d'infection, une route d'infection. Donc le plus souvent, il s'agit d'une infection ou une muqueuse. Un virus a besoin d'une cellule vivante à infecter. Donc les muqueuses les plus fréquemment infectées sont les muqueuses gastro-intestinales, respiratoires ou génitales. Et évidemment, la nature de la muqueuse qui va constituer le site initial de l'infection va déterminer quel sera le mode de transmission de ce virus. Okay, donc si votre virus va démarrer son infection aux muqueuses gastro-intestinales, il y aura un mode de transmission orale. Les muqueuses respiratoires qui sont touchées, bon, on aura un mode de transmission par inhalation. Donc, exemple de virus avec une transmission orale, rotavirus qui donne des gastroentérites virales, le virus de la poliomyélite, le virus de l'hépatite A. Par inhalation, virus de la grippe, rhinovirus, virus de la rougeole, adénovirus. Ce sont de bons exemples. Pour transmission par voie sexuelle, évidemment le VIH, les papillomavirus, certains génotypes, et le virus d'hépatite B, c'est aussi un virus transmissible par voie sexuelle. Alors la peau, ça peut être un site d'infection, c'est rare. Évidemment, l'extérieur de la peau, c'est constitué de cellules mortes, kératinisées. Donc les cellules à l'extérieur de la peau ne sont pas directement infectables par les virus. Or, certains virus peuvent rentrer par une petite abrasion au niveau de la peau. Donc c'est le cas pour certains poxvirus
molluscum contagiosum, c'est une infection chez les enfants, ça donne une sorte de petite papule sur la peau, ça c'est transmission directe peau à peau. Et la plupart des papillomavirus, les verrues plantaires infectent l'individu via la peau. Une autre façon pour un virus d'arriver plutôt sous la peau, en sous-cutané, c'est d'y être injecté par un vecteur. Un vecteur arthropode, soit un insecte, soit des insectes, soit des tiques. Donc, plusieurs virus infectieux contagieux sont transmis par des vecteurs. Fièvre jaune, la dengue. Et pour les tiques, c'est divers fièvres et encéphalites qui circulent chez le réservoir animal. Et le tique, c'est le vecteur pour la transmission chez l'animal. Et de temps en temps, si vous vous baladez en forêt, en sandales, les tiques peuvent s'attacher sur vous et vous injecter des virus qui normalement circulent chez l'animal. Ce ne sont pas des virus qui vont circuler et être transmis entre personnes, entre êtres humains. Un autre voie de transmission que tout le monde connaît, c'est la voie sanguine. Donc, c'est souvent lié à des pratiques médicales ou récréationnelles, on pourrait dire. Donc, transfusion sanguine, on peut transférer du virus avec le sang qui est transmis. Greffe d'organes, s'il y a des cellules qui portent une infection latente ou chronique, évidemment, on peut transférer le virus qui infecte les cellules de l'organe. Et aussi, bon, si vous injectez des drogues avec un matériel qui est partagé entre plusieurs personnes, bon, c'est une voie de transmission de virus extrêmement efficace. Le VIH, le virus des petites B, le virus des petites C sont transmis par ces voies-là. Greffe d'organes, c'est plutôt certains virus qui peuvent persister dans les cellules de souche hématopoïétiques. Donc, on peut avoir une transmission de virus avec la greffe. Aussi le virus BK qui peut être transmis par un greffe de rein. Et le grand truc qui est souvent oublié, mais il ne faut pas le faire, c'est transmission mère-enfant. C'est un mode de transmission fréquente chez des virus persistants, parce que si la mère ou la femme enceinte est porteuse d'une infection, par exemple le VIH ou le virus de l'hépatite B, des infections chroniques, il y a un fort risque de transmission de ce virus à l'enfant, soit in utero, soit lors de l'accouchement, soit après la naissance, dans le lait maternel. Donc ça, c'est les différents modes de transmission des virus. Une fois que le virus est arrivé chez l'hôte, il y a globalement deux types de pathologies qui peuvent en découler. Donc on peut avoir une infection localisée. Dans ce cas-là, la réplication virale va se limiter au site initial de l'infection. Donc, puisqu'on a une infection localisée, on n'aura pas de façon générale une virémie, c'est-à-dire la présence du virus dans le sang. Et on aura une période d'incubation courte. La période d'incubation, c'est en lien avec ce schéma de cycle, cycle infectieux d'un pathogène. Donc, la période d'incubation, c'est la durée entre l'infection initiale, l'arrivée du virus, et l'apparition des symptômes. Donc, pour les infections localisées, la période d'incubation est courte, 1 à 3 jours, souvent et certainement moins d'une semaine. Donc des exemples, c'est le virus de la grippe, rhinovirus, rotavirus. Papillomavirus, c'est un peu une exception parce qu'on va avoir une infection localisée et souvent une période d'incubation plus longue. La plupart des infections localisées aiguës vont être des infections aiguës. À côté de ça, on peut avoir des infections généralisées. Et dans ce cas-là, l'organe cible, c'est-à-dire l'organe qui est touché par l'infection, qui va donner lieu aux symptômes, est distinct et distant du site initial de l'infection. Dans ce cas-là, le virus doit être transporté dans le corps du site initial de l'infection vers l'organe cible.
ce qui implique qu'on aura une virémie, présence du virus dans le sang. Aussi, on aura une période d'incubation plus longue, 1 à 3 semaines, ou voire plus de 3 semaines, 1 mois. Alors, les exemples d'infections généralisées sont le virus de l'hépatite A. Le site d'infection initiale, c'est la muqueuse gastro-intestinale. L'organe cible, c'est le foie. La rougeole, on a eu des topos sur les récepteurs de la rougeole et une bonne description du site d'infection. Le site initial de l'infection, c'est le poumon, enfin, les voies respiratoires peut-être supérieures même. Et les symptômes qui sont les plus apparents, c'est les taches sur la peau. Donc c'est un site distant du site initial de l'infection. Pareil pour la varicelle. Okay, donc on a encore en transmission par voie respiratoire. Les symptômes, c'est partout sur le corps avec les lésions sur la peau. VIH, site initial de l'infection, c'est les muqueuses génitales. Les organes qui sont touchés sont les organes lymphoïdes, un site distant. Okay. Donc ça, c'est une distinction, infection localisée, généralisée. L'autre chose qui peut être très différente, selon l'infection virale, c'est la durée de l'infection. Donc beaucoup d'infections virales sont des infections aiguës. Et souvent, quand on parle de wow, j'étais pas bien la semaine dernière, j'ai eu un virus, on parle d'une infection aiguë, c'est-à-dire que le virus arrive, il va avoir une pic de réplication virale qui est suivie rapidement par des symptômes, et ces symptômes se résolvent, et puis on est guéri. Là, c'est une infection aiguë bénigne. D'autre côté, donc, par exemple, on peut dire les rhumes. Souvent, c'est ça. Un rhinovirus ou un adénovirus qui donne un rhume, bon, ça, c'est une infection aiguë bénigne. Une gastroentérite virale, souvent, bon, bah, ça dure plusieurs jours. Si on a accès à de l'eau potable propre, on a peu de risques. Côté d'avoir des atteintes sévères. En face de ça, on a d'autres infections aiguës qui peuvent être extrêmement sévères. Okay, par exemple, l'infection par le virus Ebola ou la rage. Donc, on a des taux de mortalité 50% ou supérieurs. Parce que là, le virus arrive, il y a un pic d'infection, les symptômes deviennent de plus en plus sévères, puis ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, on a une sorte de spectre de conséquences ou résultats d'une infection aiguë qui sont assez larges, allant de, bon, tout le monde survit, ou presque, jusqu'à pratiquement la moitié des personnes qui sont touchées vont mourir. Et il y a des virus qui sont, donc ça c'est faiblement pathogène, ça c'est fortement pathogène. Et il y a des infections virales qui sont intermédiaires entre ces deux extrêmes. Le virus de la grippe, le syndrome respiratoire aigu sévère, ce sont des infections modérément pathogènes, enfin, quand même hautement pathogènes, enfin, ou qui peuvent être modérément ou hautement pathogènes, c'est variable. Donc à côté de ces infections aiguës, on a des infections virales qui peuvent être persistantes, qui vont durer plusieurs années, voire la vie de la personne qui est touchée. Donc chez des infections persistantes, on a deux cas de figure. On a des infections latentes, et ça c'est typiquement le cas pour les infections à herpès virus. Donc le virus herpès simplex, le cytomégalovirus, le virus Epstein-Barr. Dans tous ces cas, on aura une infection initiale, infection primaire, où le virus va avoir une pic de réplication. On trouve le virus dans le sang, donc il y aura une virémie. On aura des symptômes aigus, souvent relativement peu spécifiques. On va être fatigué, on va avoir de la fièvre, on va avoir un malaise, on sera KO pendant plusieurs jours. Ensuite, les symptômes disparaissent et le virus n'est plus détectable dans le sang. Mais il est encore présent sous forme latente quelque part dans le corps. Et périodiquement, des années, voire des décennies après, on peut avoir des repoussées, des réactivations de réplication active de ces virus. Et ça va durer les décennies, voire toute la vie de la personne qui porte un virus latent.
Le grand exemple, c'est la varicelle et les zonas. Donc une personne qui a un zona à l'âge de 65 ans, ben, c'est le même virus, la varicelle, qui l'a infectée quand elle avait 5 ans. Et pendant 60 ans, ce virus a persisté sous forme latente. Ou latente. À côté de ça, on a des infections persistantes, chroniques. Dans ce cas-là, ça démarre pareil, on a une infection primaire, il va y avoir un grand pic de réplication virale, on aura des symptômes, les symptômes vont disparaître. Mais la différence entre une infection chronique et une infection latente, c'est que lors d'une infection chronique, la réplication virale est toujours active. Donc on peut toujours trouver une virémie sanguine. C'est le cas pour le VIH, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite B. Une réplication active tout au long de l'infection. Et ce qui va se passer dans l'ensemble de ces cas, c'est que bon, on aura une réplication active en continu, des symptômes qui vont vont devenir progressivement plus sévères, et puis finalement, bon, bah, ça peut mener à la mort. Parce qu'on aura une défaillance de l'organe qui est touché par l'infection chronique. Et puisque ces infections chroniques ont une vitesse de progression qui est très lente, c'est pas garanti que 100% des personnes infectées par le virus d'hépatite C non traitées vont mourir de leur hépatite C. C'est un processus qui dure plusieurs décennies et probablement sans traitement, peut-être la moitié des personnes avec une hépatite C chronique vont être tuées par leur virus d'hépatite C. L'autre moitié, ça va être des cancers, crises cardiaques, rien lié avec leur virus. Ok, donc on a deux cas de figure pour les infections virales. On a localisée, généralisée, aiguë et persistante. Donc on a 4 cases ici dans notre tableau et les 4 cas de figure sont possibles. Okay, donc une infection peut être localisée et persistante. C'est le cas des papillomavirus, les virus plantaires, ça dure longtemps. Localisée aiguë, c'est la grippe, c'est les rhinovirus, c'est les virus des gastro-entérites. Généralisée aiguë, ça c'est la rougeole, la varicelle, des choses comme ça. Généralisée persistante, VIH, Epstein-Barr, virus de l'hépatite C, des choses comme ça. Donc, on ne va pas vraiment parler, on va tirer un croix sur des infections persistantes pour le reste du cours aujourd'hui. Parce qu'on a un cours sur toutes les pathologies virales, on ne peut pas tout traiter. Donc, pour le reste du temps, on va se focaliser sur les infections aiguës. Et on a deux questions vraiment que j'aimerais vous compreniez des réponses à la fin de la journée, à la fin du cours. C'est pourquoi a-t-on autant de variabilité dans la pathogicité des infections virales aiguës. Et l'autre question, c'est que pourquoi pour certaines infections aiguës, on les chope une seule fois, tandis que pour d'autres, on peut être réinfecté plusieurs fois. Alors, donc pour regarder ici, là, pour les infections aiguës relativement bénignes, ce qui va se passer, c'est que on a l'arrivée du virus qui va se répliquer. La réplication virale va démarrer les réponses immunitaires de l'hôte, notamment la réponse immune innée. Donc on aura des interférents, on aura des cytokines de la phase aiguë, l'IL1, l'IL6, et ça va provoquer des symptômes, la fièvre, la fatigue. Aussi, ça va aider à démarrer la réponse immune cellulaire. Et ces deux choses-là, la réponse immune innée et la réponse immune cellulaire, c'est ça qui va contrôler la réplication virale initiale. Donc ça va aider à la résolution de l'infection. Plus tardivement, entre 3 semaines, 1 mois et demi après l'infection, on aura une séroconversion, c'est-à-dire la mise en place de la réponse immune humorale et l'apparition des anticorps.
Donc ça va jouer un rôle secondaire dans la résolution de l'infection, mais ça va être extrêmement important pour l'immunité, pour la mémoire immunitaire. Parce que les anticorps vont persister en circulation, vont être sur les sites muqueux sous forme d'IgA, et c'est ça qui va prévenir des infections subséquentes. Alors, ceci dit, et donc c'est la présence des anticorps qui vont nous empêcher d'être réinfectés par le même virus dans un bon nombre de cas. Donc on a des infections virales aiguës qu'on peut qualifier de ponctuelles, c'est-à-dire qu'on les chope une fois lors de l'enfance, et après on garde une immunité à long terme. Et ça, c'est à cause de la présence des anticorps. Donc la variole, qui n'existe plus, fort heureusement, polio, rougeole, orion, tout ça, c'est des infections ponctuelles. À côté de ça, on a des infections récurrentes, c'est-à-dire qu'on peut être infecté une fois, puis ensuite, l'année prochaine, on est réinfecté par la même espèce de virus. Et ça, c'est vrai pour les adénovirus, rhinovirus qui donnent des rhumes, le virus de la grippe. Une fois qu'on a eu la grippe, on n'est pas protégé pour la vie. Et la raison pour laquelle on a cette distinction, c'est que l'on a un seul sérotype, ou un nombre limité de sérotypes chez les infections ponctuelles. Pour le virus de la poliomyélite, il existe 3 sérotypes. Tandis que pour les infections récurrentes, les adénovirus, on a 47 sérotypes différents. Pour les rhinovirus, plus de 100 sérotypes. Pour le virus de la grippe, la situation est un peu plus compliquée. On verra ça tout à l'heure. Et c'est pour ça que un anticorps que l'on a développé contre un adénovirus l'année dernière, si un autre sérotype nous infecte, bon, bah, ces anticorps-là ne vont pas nous protéger et on peut réattraper une infection. Alors, qu'est-ce que ces infections ici, qu'est-ce qu'ils ont en commun par rapport à celle-ci? Un vaccin efficace existe contre tous ces virus. Un petit peu moins vrai pour le virus de l'hépatite A. Le vaccin existe, mais la protection n'est pas de longue durée. Aussi, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que le vaccin contre le virus de la grippe n'est pas efficace. Il est efficace, mais il n'est pas efficace contre toutes les souches. Donc, en tout cas, les cas où la vaccination permet vraiment de contrôler les infections, c'est lié au fait que le virus a peu de sérotypes. Okay, donc, la réponse pour pourquoi certaines infections sont récurrentes, d'autres non, ça c'est lié à la réponse humorale, les anticorps et les sérotypes. Mais pour être plus précis pour ça, il faut comprendre que font les anticorps pour nous protéger contre une infection. Et ça, c'est la neutralisation. Donc, la neutralisation, c'est quoi? Bon, bah, techniquement, on définit la neutralisation comme la capacité des anticorps ou d'un sérum à bloquer l'infection virale. Donc, pour la mettre en évidence, on va faire comme ceci. On va mettre des cellules susceptibles et permissives en culture. On met une dose constante de virus dans tous les puits, 10 TCD50 par puits. Donc, normalement, tous ces puits-là vont être infectés. Et on va incuber en présence de dilution en sérum d'un sérum. Donc, on va incuber ça pendant une semaine à peu près. Et après, on va regarder quel puits développe un ECP. Quand notre sérum est très dilué, tous les puits vont être infectés. Tandis que quand notre sérum est peu dilué, les anticorps dans le sérum bloquent l'infection et donc tous les puits seront non infectés. Et donc, on va tracer une courbe où on va mettre la proportion, le pourcentage de puits avec un ECP ici et la dilution de sérum sur cet axe. Et ça va nous permettre de définir quelle est la dilution de sérum qui bloque 50% des infections. Et ça va être le titre neutralisant de notre sérum.
Okay, dans notre cas ici, la dilution 1 sur 40 permet de bloquer la moitié des infections. Donc notre titre neutralisant sera 1 sur 40. Donc évidemment, plus ce chiffre est élevé, plus le titre, plus il y a d'anticorps neutralisants. Alors, les sérotypes neutralisants, c'est quoi? Bah, imaginons que vous avez isolé deux souches d'un même virus, okay, deux souches d'adénovirus. On va les appeler souche A et souche B. Donc, dans une plaque de culture, vous disposez des cellules, vous mettez votre souche A d'adénovirus, plus des dilutions de sérum. Dans l'autre plaque, vous mettez les cellules, la souche de virus B et les dilutions du même sérum. Okay? Les virus sont différents, mais le sérum, c'est exactement la même chose dans les deux cas ici. Et vous regardez ce qui va se passer. Dans le cas du virus A, à une certaine dilution de sérum, l'infection est bloquée. Donc ce sérum neutralise la souche du virus A. Mais dans le cas de la souche B, bah, tous les plis sont infectés, quelle que soit la dilution des anticorps. Donc ce sérum est capable de neutraliser la souche 1, mais pas la souche B. Et donc, les souches A et B sont de sérotypes neutralisants différents. Et donc, si vous êtes infecté par le virus A, cette année, okay, vous allez développer des anticorps neutralisants contre le virus A, ça va vous protéger de la souche A, mais la souche B, de la même espèce de virus, bah, vous pouvez toujours être infecté. Parce que les anticorps que vous avez ne bah, vont pas bloquer l'infection de cette deuxième souche virale. Alors, quelle est la nature, quel est le mode d'action des anticorps neutralisants? Ça, on connaît très très bien pour un certain nombre de virus, et je vais illustrer uniquement avec le rhinovirus, le HRV, et ici c'est une représentation de la structure des particules du HRV16 complexées. Bon, ça, la particule virale toute seule, ou complexée avec le domaine extracellulaire de son récepteur, l'ICAM1. Donc c'est ça qui est en mauve. Donc on peut voir ici que le site de fixation de l'ICAM1 sur la capside, c'est situé dans un sorte de trou à la base des pentamères de VP1. Okay. Donc ça, c'est le site de fixation du récepteur. Et on peut faire la même chose avec les anticorps neutralisants, c'est-à-dire qu'on regarde la structure de la particule virale complexée avec des anticorps neutralisants. Donc ici, c'est la particule virale complexée avec le récepteur. Ici, c'est la particule virale complexée avec des anticorps neutralisants. Et donc, on voit que les anticorps neutralisants vont se fixer sur la capside directement sur le site qui interagit avec le récepteur. Donc, la fonction des anticorps neutralisants, c'est de se fixer sur les protéines d'attachement du virus et empêcher l'interaction entre le virus et son récepteur, dans ce cas précis. De façon générale, les anticorps neutralisants vont bloquer les étapes précoces de l'infection. Okay? Ils vont empêcher l'interaction soit avec le virus entre le récepteur, soit l'interaction virus-co-récepteur, et aussi certains anticorps neutralisants peuvent bloquer les étapes de fusion chez les virus enveloppés. Alors pour les rhinovirus, comment se fait-il qu'on a autant de différents sérotypes? Ben, c'est quand on regarde un peu en détail les acides aminés qui interagissent soit avec les récepteurs, soit avec des anticorps neutralisants. On voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes chaînes latérales sur la capside qui interagissent avec les deux types de molécules. Donc ici en mauve, c'est les chaînes latérales qui vont interagir avec des anticorps neutralisants. Et on voit que c'est toujours sur un peu la crête, au haut de la surface de la particule virale. Tandis que les acides aminés qui interagissent avec le récepteur sont au fond de ce trou-là. Donc c'est illustré un petit peu schématiquement ici. Donc l'ICAM1 va interagir avec des acides aminés au fond du trou. Et donc l'ICAM1, c'est un membre de la superfamille des immunoglobulines, mais avec un seul domaine d'immunoglobulines. Donc il peut rentrer dans le trou là.
Tandis que les immunoglobulines, chaîne lourde, chaîne légère, ils vont interagir avec des acides aminés à la surface. Donc, le virus peut muter tous ces acides aminés ici et là. Donc, il va échapper aux anticorps neutralisants, mais il va toujours être capable d'interagir avec son récepteur et sera toujours infectieux. Ok, donc, je vais vous proposer un certain nombre de petites questions là. Et normalement, mon lien Internet est OK. Donc, sur un clicker, ça va être le 17391. On va voir si vous avez compris quelque chose sur les anticorps neutralisants. Et pour ceux qui n'ont pas de... pas de connexion, réfléchissez sur ces points-là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai pas beaucoup de réponses là. Pas beaucoup de réponses pour l'instant. Ça marche pas. Si. Enfin, ça marche pour certains. Ok. Ok, donc on a 6 réponses, on a quelques bonnes réponses, quelques mauvaises réponses. Ça qui est important, je pense que le score, c'est pas important, c'est le fait qu'il y a quelques bonnes réponses, quelques mauvaises réponses. Ok, on va regarder ça. Réponse 1. Les anticorps neutralisants se fixent sur la capside des virus nus et des virus enveloppés. Ah, c'est faux ça. Faux. Sur un virus enveloppé, c'est la glycoprotéine, l'enveloppe, qui va médier la fixation et l'entrée du virus dans la cellule infectée. Donc les anticorps neutralisants vont se fixer sur la glycoprotéine d'enveloppe chez les virus enveloppés. 2. Un anticorps neutralisant doit empêcher la fixation d'un virus à son récepteur cellulaire. Vous êtes tombé dans le panneau. Juste avant, c'est le cas pour l'exemple qu'on a vu, mais juste avant, je vous ai dit, de façon générale, les anticorps neutralisants vont bloquer les étapes précoces, soit la fixation sur le récepteur, soit la fixation sur le corécepteur,
soit les événements de fusion. Donc, doit, c'est faux. Ce n'est pas la seule façon pour un anticorps neutralisant de bloquer l'infection. Donc ça, c'est faux, ça. C'est 1 sur 100 000, c'est un fort titre. Oui, une seule personne qui a eu la bonne réponse, là. Okay, on fait des dilutions. Plus une dilution est capable de bloquer l'infection, plus le titre est fort. Okay, donc c'est pas 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 10, c'est un faible titre. 1 sur 100 000, c'est super fort. Et finalement, les anticorps neutralisants se développent une semaine après le début de l'infection. La plupart, vous avez raison, une personne faux. La réponse anticorps, 3 semaines, 4 semaines après le début de l'infection. C'est après, c'est plus tardivement qu'on ne pense, séroconversion. Ok. Allez, je vois. Donc, pour vous mémoriser ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, les neutralisations anticorps empêchent soit l'interaction entre le protéine d'attachement et les récepteurs, ou le corécepteur, ou le déploiement des domaines de fusion. Ils sont importants parce qu'ils vont prévenir des infections subséquentes. Et ça, c'est important, parce qu'on peut avoir des anticorps aux muqueuses. C'est le site initial de l'infection. Le virus peut être neutralisé même avant d'infecter une seule cellule, ce qu'on appelle l'immunité stérilisante. Un autre truc, tous les anticorps ne sont pas neutralisants. Donc, vous pouvez avoir un résultat positif en Western blot ou en ELISA, mais ce n'est pas pour autant que vous allez avoir une réponse neutralisante. Et ça, c'est le problème avec le monde de vaccins. Parce que des fois, la formulation vaccinale induit des anticorps, mais qui sont non neutralisants. Ok, donc, neutralisation, sérotype, des choses comme ça. L'objectif, c'était de vous mettre un peu clair sur ces concepts-là. Maintenant, on va considérer le virus de la grippe, qui est un cas un peu particulier. Donc, juste pour rappeler la pathologie, donc on va avoir une infection aiguë localisée. Donc, on a une infection aux voies aux muqueuses respiratoires et puis suivie très rapidement par l'apparition de symptômes. Fièvre, fatigue, myalgie, maux de tête, et éventuellement la toux, pas tout le temps. Si tout se passe bien, bon, vous allez vous sentir avoir des symptômes pendant 3 ou 5 jours, et puis ensuite ça va aller mieux, mais vous pouvez sentir un petit peu patraque pendant 2 semaines. Les complications, c'est que vous pouvez avoir une surinfection bactérienne, ou le virus peut aller dans les voies respiratoires profondes, et ça va être plus sévère. Alors, pour la grippe saisonnière, peut-être un tiers ou même la moitié des infections peuvent être asymptomatiques ou subcliniques, c'est-à-dire que vous ne sentez pas très très bien, mais pas assez malade pour ne pas venir en cours, par exemple, ou arrêter de bosser. Donc, vous n'allez pas présenter chez un médecin ni rien, ça va aller. Mais ça présente un problème parce que vous pouvez toujours le transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Et si cette personne-là est quelqu'un de susceptible, personne âgée, un jeune enfant, bah ça peut être grave pour eux. C'est pour ça que le personnel médical doit toujours se faire vacciner tous les ans, pour éviter de transmettre, pas pour protéger eux-mêmes, mais pour éviter de transmettre le virus, même quand ils ont une infection asymptomatique. Donc, les personnes âgées, les jeunes enfants sont les populations à plus fort risque, surtout quand on a des cofacteurs, d'autres pathologies respiratoires, des choses comme ça sont des cofacteurs pour des pathologies sévères. Et globalement, on a moins d'une personne sur 1000 qui est infectée, qui va mourir de ce virus. Les virus de la grippe qui circulent tous les ans, 3 souches. Un type A H1N1, un type A H3N2 et le virus de la grippe de type B. Et donc, le vaccin, tous les ans, contient une souche H1N1, une souche H3N2 et une souche de virus de la grippe de type B. Pour essayer de prévenir les différents types d'infections. Ok, quelle est la relation entre virus de la grippe et neutralisation?
sur la surface de l'enveloppe virale, on a deux glycoprotéines, l'hémagglutinine, qui est ce qui va médier l'attachement et l'entrée du virus, et la neuraminidase, qui va être important pour libérer les particules virales de façon efficace. Et donc, c'est des anticorps dirigés contre l'hémagglutinine qui sont neutralisants. Alors, les sérotypes du virus de la grippe, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu. Donc, imaginons que vous avez un panel de souches virales du virus de la grippe, A à K, et un panel de sérums. Donc, vous testez votre premier sérum, vous voyez qu'il est capable de neutraliser les souches A et B. Votre deuxième sérum peut neutraliser les souches B, C et D. Troisième sérum va neutraliser les souches D, E et F. Et ainsi de suite, vous testez d'autres sérums. Et ça, c'est le résultat que vous avez. Donc, les sérums en bleu, là, chacun peut neutraliser au moins 2 souches virales dans ce groupe ici, mais aucun de ces sérums bleus neutralise les virus de l'autre groupe, et vice-versa. Donc, mais aucun de ces sérums bleus peut neutraliser tout le monde, là. Donc, on a deux groupes de souches virales. Et donc, ça va être le sérotype H1. Et ça va être notre sérotype H2. Okay, mais ce qui est important à retenir, c'est que si vous avez des anticorps spécifiques contre les virus de sérotype H1, ce sérum ne va pas forcément neutraliser tous les virus qui sont dans ce sérogroupe. Et c'est ça qui complique la situation. Alors pourquoi c'est le cas? Donc, quand on regarde la structure de l'hémagglutinine, donc la forme active c'est un trimère, là on va représenter un monomère. Donc le site de fixation de l'acide sialique c'est ici, okay, et coloré dans les différentes couleurs sont les sites qui sont impliqués par les contacts avec des anticorps neutralisants. Donc si on fait un zoom là-dessus, on peut voir qu'en fait le virus il peut muter ici, il peut muter là, il peut muter là, il peut muter là. Tout ça, ça ne va pas toucher l'interaction entre le virus et son récepteur, qui est dans cette toute petite poche-là. Donc, c'est pour ça que le virus peut échapper aux anticorps. Il va muter, et d'une année à l'autre, bon, il ne va pas être neutralisé par les mêmes spécificités des anticorps, mais il va toujours pouvoir se fixer sur son récepteur. Et le résultat de ça, c'est que les propriétés antigéniques des virus de la grippe qui circulent d'année en année ne sont pas fixes, ne sont pas stables. Le virus est toujours en train de muter. Les mutants, parce que c'est un virus à ARN, donc il y a un taux de mutation élevé, il y a un tas de mutants qui sont générés à chaque cycle d'infection chez les personnes. Ces mutants sont sélectionnés par les anticorps qui sont présents dans la population. Donc on aura l'évolution du virus pour échapper aux anticorps. L'année suivante, on va générer de nouveaux anticorps contre les virus qui circulent. Et du coup, bon, on va... et donc on aura une course-poursuite d'année en année entre la réponse immune au niveau de la population et les propriétés antigéniques du virus qui circule. La conséquence, c'est que les souches utilisées pour préparer le vaccin doivent être modifiées régulièrement. Pas tous les ans, mais tous les ans, il y a une surveillance pour savoir quels sont les virus de la grippe qui circulent et pour prédire quelles sont les souches majoritaires pendant la saison grippale l'année suivante. Et donc ça, c'est des souches utilisées pour former le vaccin contre la grippe de 1970 jusqu'en 2002 pour les souches H3N2, H1N1 et B. Et en fait, c'est H3N2 qui semble muter plus rapidement. Donc ce phénomène où les propriétés antigéniques du virus de la grippe ne sont pas constantes dans le temps s'appelle la dérive antigénique ou antigenic drift. Et c'est aussi pour cette raison-là que l'efficacité du vaccin contre la grippe est variable d'une année à l'autre. Donc cette année, par exemple, le vaccin était relativement peu efficace.
parce que la décision sur les souches à mettre dans le vaccin a été prise en février et mars l'an dernier. Et cette année, la prédiction a été relativement peu fiable. C'est-à-dire que les souches qui circulaient pendant cet hiver étaient différentes des souches qui étaient émises dans le vaccin. Et du coup, bon, le vaccin en soi est efficace. On développe des anticorps contre les souches qui sont dans le vaccin. Mais quand il y a un décalage entre les souches vaccinales et les souches en circulation, bah, vous êtes peut-être vacciné, mais vous n'êtes pas forcément immune contre les souches qui circulent. Donc ça, c'est un problème avec le vaccin contre la grippe. Et une autre illustration, pour illustrer ça, pour montrer que c'est vraiment vrai, ça c'est une série de manips avec, une infection expérimentale chez les furets. Donc on a infecté des furets avec différentes souches de la grippe qui circulaient en 1968, 72, 75 jusqu'en 97. On a pris les sérums de ces animaux infectés et on a testé leur titre neutralisant contre les différents virus de la grippe. Okay. Donc, l'animal infecté par le virus qui circulait en 1968, il développe des anticorps qui neutralisent la souche 68. Et ça ne neutralise pas tous les autres. Pareil quand on infecte l'animal avec la souche qui circulait en 72. Ça neutralise lui-même et pas les autres. Donc d'année en année, les propriétés antigéniques du virus sont modifiées. Et globalement, quand vous êtes infecté, vous développez des anticorps neutralisants, mais qui sont à spectre relativement étroit. Ils neutralisent le virus que vous avez chopé, mais pas tous les virus de la grippe. Donc là, c'est le dérive antigénique et c'est le résultat d'une course-poursuite entre le taux de mutation chez le virus, qui va toujours générer les nouvelles mutants de l'hémagglutinine, et la réponse immunitaire. Et le virus de la grippe a aussi un autre tour dans son jeu, qui est la substitution ou le saut antigénique, qu'on appelle antigenic shift. Et ça, c'est caractérisé par l'apparition dans la population humaine d'un virus qui est très très différent, contre lequel personne n'a d'immunité. Et ça, il y a deux causes de ce saut ou substitution antigénique. L'une, c'est le réassortiment entre deux souches virales. Donc, si la même personne, le même animal, est infecté par un virus humain et un virus aviaire, et une seule cellule est infectée par ces deux souches virales, les segments génomiques peuvent être réassortis dans des particules. Okay, souvenez-vous, c'est un génome segmenté. Et si la même cellule est infectée par deux souches différentes, les virus qui en ressortent peuvent avoir incorporé des segments génomiques des deux virus différents. Donc ça, c'est l'une des origines, l'une des sources des grippes dites pandémiques. Donc une grippe pandémique, c'est une nouvelle souche de virus qui apparaît. Personne dans le monde n'a d'immunité contre cette souche et elle peut donner lieu à un très grand nombre d'infections. Donc une source de ces grippes pandémiques, c'est le réassortiment entre une grippe aviaire et une grippe humaine. L'autre source, c'est la transmission d'un virus aviaire à l'homme, ce qui était le cas pour la grippe espagnole. Donc ça, ce n'est pas un phénomène de réassortiment ici. Mais les autres, la grippe asiatique, c'est un réassortiment entre une grippe aviaire et une grippe humaine. La grippe de Hong Kong en 1968, c'est aussi un réassortiment. Alors, le dernier épisode de grippe pandémique qu'on a connu, c'était l'apparition de la grippe mexicaine en 2009. Et apparemment, ça c'est le résultat d'une deux séries de réassortiments génomiques. Le premier chez les cochons, à la fin du XXe siècle aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc ça, c'est un réassortant entre une grippe du cochon, aviaire et humain. C'est un virus qui a circulé chez les cochons pendant une décennie avant de se réassortir, se recombiner encore avec une autre grippe de cochon. Et ensuite, c'est cette grippe-là qui a été transmise à l'homme. Alors,
lorsque ce virus est sorti, a été transmis à l'être humain, c'était une nouvelle souche contre laquelle personne n'avait d'immunité. Et donc, ça se traduit par une transmission très, très efficace de ce virus. Donc, en 2009, quand on avait les bulletins hebdomadaires de l'OMS, sur ça, je me suis mis à faire le graphique du nombre cumulé de cas au niveau mondial et par pays. Et donc, on a un graphique qui était exponentiel. Donc ici, on a une échelle logarithmique ici et une très bonne droite sur l'échelle logarithmique. Donc, on avait une transmission exponentielle de ce virus. Et pareil dans tous les pays. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est Australie, Japon, la France, tous les pays étaient susceptibles. Alors, fort heureusement pour nous, cette grippe était très transmissible, mais peu pathogène. Même moins pathogène que la grippe saisonnière. Mais la grande crainte, c'est qu'on verra un jour apparaître un nouveau virus qui ressemble un petit peu à la grippe espagnole et qui a surgi à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on considère que c'est donc ça, c'est un nouveau virus qui est un virus de la grippe pandémique. On considère que probablement un tiers de la population mondiale a été infectée, soit 500 millions de personnes. Et on estime que le taux de mortalité était entre 2,5 à 5%. Donc, les estimations varient. Donc, des fois, on peut lire on a eu 20 millions de morts en 2 années, ou des fois, on dit jusqu'à 40 millions de décès au niveau mondial. Donc, c'est quelque chose qui a un impact global. Et pour illustrer ça, c'est les vieux stats, les vieilles données, l'espérance de vie aux États-Unis par année de naissance. Donc, de 1900 à 1960. Donc, pendant toute cette période, globalement, ça monte, sauf ici. Ça, c'est la grippe espagnole qui a donné cet effet-là. Donc, si vous êtes né en 1918, 1919, votre espérance de vie était largement impactée parce que vous risquez d'être tué par la grippe. Un autre truc particulier ici, ça c'est la courbe de mortalité en fonction de l'âge de la personne infectée. En pointillé, ça c'est le virus de la grippe saisonnière. Donc, c'est les personnes très jeunes enfants, moins d'1 an, et les personnes âgées qui sont les plus susceptibles aux formes sévères de la grippe saisonnière. Une courbe en U. La grippe espagnole avait cette courbe-là, une courbe en W, avec des jeunes adultes susceptibles à des formes très sévères. Alors, les origines, bon, tout ça, c'est un peu toujours une question sujet au débat. Deux théories ou deux qui ont été avancées pour l'origine de ce virus. Selon les chercheurs américains, l'origine de la grippe espagnole, c'était dans les camps militaires aux États-Unis, avec des premiers cas retrouvés en mars 1918. Ensuite, ces soldats étaient transmis sur le front de l'Ouest, en France, et à partir de là, ils ont transmis le virus à différentes troupes. Et ensuite, après la fin de la guerre, les troupes avec l'infection sont rentrées chez eux, et c'est ça qui a démarré la dissémination du virus au niveau mondial. Côté de ça, il y a un ou quelques chercheurs britanniques, John Oxford, qui dit que non, c'est pas ça. L'origine, c'est vraiment dans les tranchées en France. D'abord sur le camp à Étaples. Ça, c'est le camp où des soldats britanniques, ils arrivaient, après le recrutement, ils avaient 2 semaines d'entraînement sur ce camp-là. Ensuite, ils étaient envoyés sur le front. Donc, selon lui, il dit qu'il y a des cas décrits dans la littérature médicale de l'époque d'une bronchite purulente qui était présente pendant l'hiver 1916-1917. Et la description clinique était la même chose que ce qu'on a vu avec la grippe espagnole par la suite. Et les médecins qui traitaient ces soldats avaient dit après que oui, c'était exactement la même chose. J'ai vu ensuite, après avec la grippe espagnole, j'ai vu plein de cas comme ça. Donc deux hypothèses un peu différentes. Là où ils se concordent, c'est le rôle des mauvaises conditions pendant la guerre, avec beaucoup d'hommes dans des conditions d'hygiène très mauvaises, les uns sur les autres. C'est des conditions qui vont favoriser fortement la transmission d'un agent infectieux. Donc, je pense qu'il y a
il y a un consensus sur l'idée, c'est que le fait que ce virus-là ait pu s'adapter à l'être humain était fortement lié aux conditions de confinement des soldats sur le front, dans les camps militaires, soit aux États-Unis, soit en France. Et ces conditions de transmission très très faciles pour le virus ont persisté pendant 1 an, 2 ans, et c'est ça qui a permis son adaptation à l'homme. Donc, le virus de la grippe espagnole, et d'ailleurs, donc l'origine n'était pas l'Espagne, ça c'est un autre truc à dire. Mais les premières révélations dans la presse venaient de la presse espagnole, parce que la presse en France et en Angleterre était toujours sous censure à cause de la guerre. Alors, les grippes espagnoles, pourquoi est-elle si méchante? Et c'est pas comme l'orangina rouge, c'est pas juste parce que. Alors, on a pu regarder directement pourquoi la grippe espagnole était si sévère, parce que avec une approche génétique inverse, il était possible de récupérer les séquences du virus de la grippe espagnole chez des cadavres des personnes qui avaient été infectées en Alaska et puis conservées dans le permafrost. Et ensuite, générer des virus, le virus de la grippe espagnole et les recombinants. Donc, ici, c'est des infections chez la souris et des coupes de poumons chez une souris non infectée. Chez une souris infectée par une virus de la grippe normale, une virus de la grippe saisonnière. Et ça, c'est une souris infectée par un virus de la grippe saisonnière, recombinant, qui incorpore l'hémagglutinine du virus de la grippe espagnole. Okay, donc, pathologie très très sévère au niveau des poumons, médiée par l'hémagglutinine ici. Donc ça, c'est l'hémagglutinine, c'est le déterminant de pathogicité majeure pour cette grippe. Et aussi, on en a d'autres dans le segment neuraminidase et PB1. Donc ça, c'est une expérience extrêmement dangereuse dans le laboratoire L4. Parce que si ce virus-là échappe, est-ce qu'on est protégé contre ça? C'est une sérotype H1. Ça, c'est le titre neutralisant contre le virus en noir, contre l'hémagglutinine, le virus de la grippe espagnole. En blanc, contre le virus de la grippe H1N1 en circulation en l'an 2000. Contre l'âge, contre la date de naissance des personnes testées. Les seules personnes qui ont des anticorps neutralisants contre le virus de la grippe espagnole, enfin, qu'il y avait en 2004, c'était des gens nés entre 1900 et 1920. Vous, moi, nous, on a 0 anticorps neutralisant contre ce virus-là. Donc, si ce virus échappait au laboratoire, c'était vraiment la catastrophe assurée. Alors, le virus de la grippe espagnole, c'était un virus de grippe aviaire qui a réussi à s'adapter à l'être humain. Et les conséquences de cette adaptation étaient extrêmement sévères pour la population humaine. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a toujours une surveillance de nouveaux virus de la grippe aviaire fortement pathogènes. Donc, un exemple récent, c'est la grippe aviaire H5N1, qui a fait son apparition en 1997. Ensuite, elle a disparu pendant 6 ans, et puis ensuite, elle a été réapparue en 2003 à Hong Kong. Et depuis, il a été disséminé en Asie de l'Est, en rouge ici, c'est des foyers chez des animaux, chez les oiseaux d'élevage, hein, pas ces cas humains. Et de temps en temps, transmission de ce virus d'oiseau à l'homme. Donc un nombre de cas limité, mais ce qui est inquiétant, c'est le taux de mortalité ici. À peu près 100 cas, 43 décès. Donc le taux de mortalité qui frôle les 50%. Je dis ça, mais pour être tout à fait exact, ça c'est les cas qui sont validés en laboratoire. Okay, donc on ne peut pas exclure qu'il y a d'autres cas, des gens qui avaient moins de symptômes, qui ne sont pas présentés à l'hôpital. Donc le taux de mortalité est forcément plus faible que ça, en réalité. Mais néanmoins, c'est assez haut pour être inquiétant. Donc par la suite, on a trouvé les infections par ce virus chez des oiseaux migrateurs au nord de la Chine, en Asie centrale et même en Europe. Okay, le virus est arrivé en Europe et en Afrique parce que
les voies de migration d'oiseaux migrateurs se chevauchent dans l'est de l'Asie. Et donc, des oiseaux qui vont suivre cette voie de migration ici vont côtoyer des oiseaux qui vont migrer ensuite en Afrique et en Europe. Donc, on a une transmission de ce virus qui est totalement indépendant de l'être humain. C'est une transmission naturelle chez des oiseaux porteurs. Alors, où est-ce que l'on est aujourd'hui pour la grippe aviaire H5N1? Bon, c'est une infection qui était contrôlée dans pratiquement tous les élevages d'Asie. Donc, il y a des cas sporadiques, mais pas vraiment de cas de foyers d'infection l'an dernier. Le seul endroit où on a encore des problèmes dans les élevages, c'est en Égypte. En termes de décès humains, donc depuis 2003-2014, le nombre total de cas, c'est 718, 413 morts. Encore une fois, ça c'est des cas confirmés. Donc, pour l'H5N1, pas de panique. Okay, c'est un virus hautement pathogène. Il y a eu quelques cas de transmission à l'homme, mais ce n'est pas ça qui a donné lieu à une nouvelle pandémie. Mais ne vous inquiétez pas, parce que quand il y en a un qui part, il y en a toujours un nouveau qui sort. Donc actuellement, les regards sont tournés vers la grippe H5, H7N9, qui est apparu encore chez les oiseaux, encore en Asie, en 2013. Et depuis 2 ans, bon, il a pratiquement infecté autant de monde que le virus de la grippe H5N1, et il est un peu moins pathogène. Donc ici, on a un cas de figure où le virus aviaire est un peu plus transmissible et un peu moins pathogène. Probablement, il représente plus de risques pandémiques parce qu'il est plus transmissible. Donc peut-être il a un peu moins de problèmes à s'adapter à l'homme. Alors, ça c'est le risque naturel de l'apparition d'une nouvelle pandémie. À côté de ça, il y a certains chercheurs qui disent que le prochain grand risque, ça vient des expériences. Quand on regarde déjà faire revivre la grippe espagnole en laboratoire, c'était très très dangereux. Il y a des gens qui essaient de comprendre le phénomène de recombinaison. Qu'est-ce qui fait que tel virus peut se recombiner avec un autre? Quelles sont les limites? Donc déjà, il y a 5 ans, on a fait des recombinaisons entre la grippe H5N1 hautement pathogène et une grippe saisonnière. Le résultat, c'est un virus qui était hautement pathogène, au moins chez la souris, et transmissible. Par la suite, on a fait la même chose, une recombinaison entre un H5N1 hautement pathogène et une grippe H1N1 porcin. Et en 2012, des expériences pour augmenter la transmissibilité du virus H5N1 aviaire chez les mammifères. Et ils ont réussi à trouver des mutations qui permettaient ce virus de se transmettre de façon efficace chez le furet. Et probablement, ils vont faire la même chose pour le H7N9, qui est le virus aviaire, virus de la grippe aviaire pathogène qui circule actuellement. Donc ça fait sujet d'un débat chez les virologues. La plupart des gens disent que ces expériences sont essentielles pour comprendre les mécanismes de transfert. Et si vraiment on veut prévenir et lutter contre les nouvelles pandémies, on a besoin de comprendre les processus au niveau moléculaire. Mais il y a aussi des gens qui disent vous êtes totalement fous, c'est trop dangereux, les bénéfices en termes de connaissances sont relativement faibles et les risques sont trop élevés, donc il faudrait mieux arrêter. Donc ça, c'est un vrai débat. Ok, donc on va voir si vous avez capté quelque chose là. Et on va lancer une autre exo pour le virus de la grippe. Et la session c'est 70 699.
Oh. Ah, il faut qu'on avance un petit peu, on n'a que 10 minutes. Ok, je crois que je vais être obligé de vous donner une réponse parce que le temps commence un peu juste là. Donc, ok, vaccin contre la grippe contre la souche A, 2 souches type A, 1 B et C. C'est vrai, c'est faux, tout le monde a raison, il n'y a pas de souche C dans le vaccin. Les anticorps neutralisant un large spectre de différentes souches du virus de la grippe n'existent pas. Tout le monde a dit oui, vous avez presque raison, ok. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas savoir, c'est la bonne réponse selon les informations que je vous ai données. Donc en fait, en réalité, oui, ça existe, mais c'est rare. Okay, la plupart des gens vont développer des anticorps neutralisant un spectre étroit. Des anticorps neutralisant un spectre large existent. Et en fait, quand on regarde bien, souvent, elles sont dirigées contre la partie, l'hélice qui est impliquée dans la fusion membranaire. Mais c'est relativement peu immunogène. Donc la plupart des gens développent des anticorps contre cette partie-là, de l'hémagglutinine. Et c'est pour ça que le spectre de neutralisation est étroite. Et cette partie-là, les gens qui arrivent à développer des anticorps ici, ils vont avoir des anticorps neutralisant un spectre large. Donc ça, c'est une des pistes en cours pour le développement d'un vaccin antigrippal qui peut être plus efficace. C'est développer, trouver le moyen de rendre ces parties-là de l'hémagglutinine plus immunogènes. Alors, la Chine est la source de toutes les grippes aviaires pathogènes. 2 personnes disent oui. Bah, je ne suis pas sûr que c'est vrai, mais il y a quelque chose avec la Chine quand même. Parce qu'on a l'impression que toutes les grippes aviaires pathogènes, c'est toujours la Chine. Un facteur de risque, c'est les marchés de l'oiseau vivant qu'ils ont fréquemment en Chine. Donc, ça multiplie les contacts entre les personnes et les oiseaux qui sont potentiellement malades. Donc, il y a un truc avec la Chine, mais je pense que ce n'est pas vrai de dire tout. Et finalement, dérive antigénique est une conséquence du génome segmenté. Ok, c'est bien, vous avez bien vu le piège. C'est pas la dérive antigénique, c'est le saut antigénique ou la substitution antigénique, qui est une conséquence du génome segmenté. Ok, donc très rapidement pour finir, les grippes hautement pathogènes sont l'exemple d'un zoonose, c'est une infection animale qui se transmet à l'homme et qui s'avère très très pathogène. Donc est-ce que ça c'est une observation qui est généralisable? Quand on regarde bien, ok, la rage, l'Ebola, le VIH, le SRAS, ce sont tous
les infections virales qui ne circulent pas ou peu facilement chez l'homme. Elles sont toutes des infections qui ont leur origine chez une autre espèce. Donc la rage peut être transmise par une morsure de chat ou de chien, mais ça non plus, ce n'est pas vraiment le réservoir naturel. Le réservoir naturel, c'est les chauves-souris. Ce qui est aussi le cas pour le virus Ebola. Et c'est aussi le cas pour le SRAS, virus de syndrome respiratoire aigu sévère. Le réservoir naturel semble être la chauve-souris. Tandis que les virus qui sont relativement peu pathogènes, dans la majorité des cas des infections, ce sont des virus qui n'ont pas de réservoir animal, qui circulent uniquement chez l'homme. L'exception un petit peu, c'est la variole, qui était fortement pathogène, qui n'avait pas de réservoir animal. Et le virus de la grippe, plus ou moins pathogène, mais on a quand même l'impression que les souches les plus pathogènes sont en fait le résultat d'une transmission à partir de l'animal. Donc cette théorie que les zoonoses sont à l'origine des infections fortement pathogènes est assez reconfortée. Alors, je vais sauter ça parce que c'est un petit peu anecdotique et je vais passer les 10 dernières minutes sur la poliomyélite parce que ça va nous illustrer quelques facettes intéressantes. Okay. Première chose à se souvenir pour le virus de la poliomyélite, c'est que les séquelles peuvent être très très graves, mais c'est une minorité d'infections qui vont donner ces séquelles-là. Donc, c'est un virus qui va initier son infection muqueuse gastro-intestinale. Dans l'immense majorité des cas, l'infection sera asymptomatique, même pas de gastro. Le virus va se répliquer, il sera excrété dans les selles, mais les personnes infectées ne seront pas malades. Dans une minorité des cas, on aura des symptômes mineurs, malaise, fatigue, fièvre, qui vont se déclarer 1 ou 2 semaines après l'infection initiale. Donc, ça, c'est une infection localisée ici, 95% des cas. Dans une minorité des cas, 5 ou 88%, on a l'infection qui devient un petit peu généralisée, avec des symptômes généralisés. Donc, ces symptômes-là vont durer 1 semaine, et ils peuvent se développer en phase méningitique, où on aura fatigue, raideur de la nuque, je ne suis pas sûr, mais maux de tête. Et dans moins de 1% des cas, par rapport aux infections initiales, on aura le développement d'une paralysie flasque remontante. Donc ça va être des membres inférieurs qui sont touchés d'abord, et ensuite ça va toucher de plus en plus le corps. Ça, chez les cas avec une paralysie flasque, 5 à 10% vont mourir parce que les muscles intercostaux et le diaphragme vont être touchés et les personnes ne vont pas pouvoir respirer. 90 à 95% des personnes touchées vont récupérer, mais ils auront des séquelles permanentes. Donc la fonction moteur revient que partiellement ou pas du tout. Donc, pas tout le monde infecté va avoir des séquelles sévères, mais si on a une forte prévalence de l'infection, ça va toucher pas mal de monde quand même. Si le virus est endémique et infecte tous les enfants, on aura 1 sur 200 qui vont avoir des vrais problèmes. Donc fort heureusement, des vaccins efficaces existent contre la poliomyélite, 2 types, le vaccin inactivé et le vaccin atténué, qui est donné par voie orale. Alors, très rapidement, les avantages du vaccin oral, c'est que on le donne par la voie orale, il va donner le virus, c'est un virus atténué, donc il se réplique dans l'intestin et il permet d'acquérir une immunité muqueuse. L'inconvénient, c'est que la souche vaccinale, puisqu'il se réplique dans l'intestin, va être excrétée et peut être transmise à une personne non vaccinée. L'autre problème, c'est que la souche atténuée, c'est-à-dire que c'est un virus qui se réplique mais qui n'est pas pathogène, peut en fait récupérer sa pathogénicité parce que c'est un virus à ARN, le génome va muter à chaque fois que le virus se réplique. Donc on peut avoir une réversion vers la souche pathogène.
Donc c'est moins sécure que le vaccin injectable. Donc le virus injectable, plus sûr, coûte plus cher, a besoin du personnel de santé pour l'administrer, et il ne peut pas donner une immunité muqueuse. Donc c'est-à-dire que si vous avez, si vous avez reçu, bon, c'est ce qui est le cas chez vous et chez moi, moi je suis pas sûr, mais vous avez reçu le vaccin injectable, et cette vaccination vous protège de la pathogénicité, mais vous pouvez être colonisé, être infecté par le virus de la poliomyélite, qui va pouvoir se répliquer dans votre intestin, mais vous ne pouvez pas développer la pathologie, parce que les anticorps IgG dans le sang vont prévenir les atteintes neurologiques. Ok. Donc, ce qui va nous intéresser rapidement en 5 minutes, c'est les bases moléculaires de l'atténuation chez le virus de la poliomyélite orale, donc le vaccin contre la poliomyélite orale. Parce que ça va expliquer pourquoi le virus peut redevenir pathogène si facilement. Donc, ça, c'est juste l'histoire de passage que je vais sauter d'ailleurs. Et la question, c'est quelles sont les différences entre le virus pathogène et le virus atténué que l'on met dans le vaccin? Donc, beaucoup de recherches ont été ont examiné cette question-là au début des années 1980. Et pour les 3 souches vaccinales, on peut cartographier les mutations qui vont atténuer le virus. Ça, c'est les 3 sérotypes, SABA1, SABA2, SABA3. Chez les 3, on a des mutations, soit ici, dans nos régions non codantes. Ça, c'est l'IRS, là, qui va être touché par ces mutations. Donc, l'initiation de la traduction sera moins efficace chez les souches vaccinales ici. D'autres mutations sont dans les protéines de capside. Okay? Donc, la capside va devenir moins stable. Donc, ça, c'est la source de l'atténuation. Et le grand problème, c'est qu'il y a relativement peu de mutations qui confèrent cette propriété inoffensive des souches vaccinales, notamment pour le SABIN2, là. 2 mutations seulement qui font la différence entre un virus pathogène et un virus non pathogène. Chez les personnes vaccinées, ces mutations peuvent subir une réversion, le virus redevient pathogène. Et ce virus redevenu pathogène peut être transmis. Et ça donne lieu au phénomène de virus dérivé du vaccin circulant, qui est surtout un problème pour la souche 2, sérotype 2. D'ailleurs, le sérotype 2 sauvage a été éradiqué par la vaccination. Les seules infections actuellement que l'on a du sérotype 2 viennent de la vaccination par le poliomyélite orale. Donc, l'objectif pour la vaccination contre la poliomyélite, c'est l'éradication de ce virus. C'est un virus qui n'a pas de réservoir animal. Son seul hôte, c'est l'homme. Donc, si on élimine toutes les infections chez l'homme, le virus sera éliminé et on arrête la vaccination. Donc, initialement, l'éradication mondiale a été programmée pour 2005, déjà il y a 10 ans. Et en 2000, on avait l'impression qu'effectivement, on allait au moins... Donc, le poliomyélite s'est éradiqué de l'Europe, s'est éradiqué des Amériques, du Nord et du Sud, et le continent africain, asiatique, il y a encore des cas. Donc, en 2000, on avait l'impression qu'on allait réellement éliminer la poliomyélite du continent africain. Okay, ça, c'est 1919-2000. Chaque étoile, chaque triangle, c'est un cas. Donc, on était sur la bonne voie. Ensuite, 2002, tout un tas de foyers de cas dans le nord du Nigeria. Et ensuite, des cas transmis à différents pays en Afrique. Tous ces gens-là sont infectés parce que c'était des gens de nord de Nigeria qui ont voyagé. Donc, 2003, la même chose, ok. Donc, l'infection se répand un petit peu dans tout l'ouest de l'Afrique à partir de ce foyer central en nord du Nigeria. Donc, le virus qui avait été éradiqué se répand un petit peu de ce centre épidémique en Nigeria du Nord. Et ensuite, différents pays en Afrique sont touchés. Alors, par la suite, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, 2012, encore des cas nord du Nigeria, Pakistan, Afghanistan. 2013, un petit peu en Somalie. Très difficile de faire quoi que ce soit dans ce pays, il n'y a pas vraiment de gouvernement.
ce qui est extrêmement triste, la Syrie, guerre civile, tous les services gouvernementaux ne fonctionnent plus, et du coup, les campagnes de vaccination ne se font pas, et la population est susceptible. Actuellement, bon, en Syrie, en Irak, ça a l'air d'aller un peu mieux. Il n'y a pas encore de cas en 2015. 2014, il y en avait beaucoup moins. En Nigeria, beaucoup moins de cas. Peut-être un peu de problème de reporting, parce qu'on a Boko Haram là. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait des services de santé qui font un reporting de tous les cas qui existent. Et le vrai problème, c'est ça, ces zones tribales en Pakistan. Là. La frontière pakistano-afghanistan. Donc, on n'aura pas le temps de faire ça, malheureusement. N'oubliez pas, les gens sont tués d'ici parce qu'ils veulent vacciner. Il y a des gens assez fous dans ce monde qui peuvent faire voir persister un virus qui tue des gens, qui va estropier des gens à vie. Et ils veulent les tuer parce qu'ils considèrent que tout ça, c'est un complot occidental pour stériliser la population pakistanaise ou africaine. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se revoit, dernier cours la semaine prochaine.